Bonjour à tous amis lyonnais, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu assister à la nouvelle passe d'armes ou au moins avoir l'information entre le communiqué de presse, comme disait Thomas tout à l'heure, de John Textor qui répond à Étienne Moati, je crois, de l'équipe, et qui se veut extrêmement rassurant par rapport au rendez-vous que l'Olympique lyonnais a eu avec un panel de l'UEFA. Dans le cadre d'une, a priori, future sanction assez élevée, autour de 10 millions d'euros. A priori, ça risque de tourner autour de ces sommes. Donc, vous avez eu un communiqué. Donc, Thomas en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Juste, la méthode est souvent la même avec John Textor, pleine d'optimisme, en disant, voilà, ça s'est très bien passé, on a été très bien accueillis, on a expliqué notre modèle de multipropriété. On est de plus en plus dans les clous, on est de plus en plus performant financièrement, on l'a expliqué, ça a bien se passer, vous inquiétez pas. Voilà, je vous fais le résumé. Ça me rappelle un petit peu ce discours, ce qu'on a entendu à la DNCG il n'y a pas si longtemps, ça s'est très bien passé, on a sorti nos PowerPoint, on a expliqué à Monsieur de Micheler, le président de la DNCG, notre business model de multipropriété et qu'on allait faire des ventes et que tout allait bien se passer. Bon, on a vu le résultat, ça n'a pas du tout été probant. Et donc, suite à ce communiqué, ils ont le droit, l'Olympique lyonnais, de faire un communiqué pour répondre à l'équipe. Jean-Michel Aulas est réintervenu derrière, pas plus tard que tout à l'heure, parce qu'il y a un communiqué où la faute de cet endettement massif serait due à aux anciens actionnaires. C'est formulé clairement par John Textor et ses équipes, que la situation laissée à l'Olympique lyonnais est une montagne de dettes. Donc Jean-Michel Aulas a réagi en disant que lui, moi, en tout cas, j'ai jamais été inquiété par la DNCG ni par l'UEFA. Ce qui est vrai. Après, c'est vrai que Jean-Michel Aulas avait rebondi déjà, parce que la guerre entre eux est jamais vraiment finie, voilà, avait déjà rebondi suite à la première sanction de DNCG d'encadrement de la masse salariale. Vous vous en souvenez, la première sanction, pas celle de relégation à titre conservatoire et d'encadrement des transferts. On avait déjà été sanctionné sur l'encadrement de la masse salariale, je crois, et des transferts, déjà une première fois. Et Jean-Michel Aulas avait dit, oui, mais il est venu en bombant le torse, John Textor, devant la commission de la DNCG, alors qu'il faut bien communiquer avec eux. Moi, par exemple, j'ai envoyé une lettre d'intention à une époque en novembre pour un passage en janvier en disant que j'allais vendre Mal Augusto une 30 de millions d'euros et Carl Toko Ekambi, c'était prévu. Parce que vous savez que la DNCG à l'époque se basait beaucoup sur les intentions de vente. Et donc, c'est vrai que l'OL, depuis ce maudit stade, on court après l'argent. Clairement, on court après l'argent, ce qu'on s'endette. Et puis, depuis ce stade, quand même, je remarque qu'on va plus beaucoup en Ligue des Champions. Mais bon, ça, c'est autre chose. À part une fois ou deux, ça nous a bien mis dans le rouge. D'ailleurs, comme l'Emirates a mis dans le rouge Arsenal, à un moment. Bon, peu importe. En tout cas, Jean-Michel Aulas a réaffirmé tout de suite, contre-attaquer ce communiqué de presse parce qu'il s'est senti visé. Bon, ça, c'est vraiment le factuel. Voilà, je fais 3 minutes là-dessus. C'est le financier. On ne parle plus que de financier à l'Olympique lyonnais parce que la mariée était trop belle. Clairement, la mariée était trop belle. Ça, je pense qu'il y a 100% des gens qui suivent l'Olympique lyonnais, des fans qui le pensent. On sait que John Textor, on ne connaît pas sa fortune, et à la rigueur, bien grand lui fasse, il met l'argent qu'il veut dans l'Olympique lyonnais, il n'est pas obligé de mettre toute sa fortune, mais en tout cas, on sait qu'il est en grande difficulté pour assumer un tel achat. Clairement, il est en immense difficulté, je change même de dimension d'adjectif, excusez-moi, il est en immense difficulté. Il a un panel de repreneurs absolument stratosphérique derrière, je crois que c'était 13 à un moment donné quand il a racheté le club, et puis avec un archi majoritaire qui s'appelle Ares, je crois qu'il y a Westwood, il y en a un autre, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde derrière tout ça. Je crois qu'il y a Iconic Sport également, donc il y a beaucoup de repreneurs, et il a fait un emprunt stratosphérique, je crois que c'est autour de 14 à 19% de taux variable auprès d'Ares. Ça veut dire qu'en gros, pour vous faire une petite idée, il doit rembourser entre pas loin d'une dizaine de millions d'euros annuels sur le prêt de 450 millions d'Ares. C'est gigantesque. Donc ça se cumule. Et en 2028, il devra rembourser la totalité de la somme. Donc on sait très bien que c'est impossible. Cette somme ne pourra pas être remboursée. Plus de environ 520 à 530 millions. Enfin, j'estime les chiffres parce que les taux sont variables. En tout cas, une somme supérieure à 530 millions d'euros devra être remboursée par John Textor, Eagle, auprès d'Ares en 2028, on est en 2025, je vois pas comment ça va être possible. L'an dernier, c'est encore plus de 117 millions d'euros de perte d'exploitation.
C'est-à-dire que c'est du négatif sur l'année 2023-2024. Je crois que c'est ce chiffre-là qui est sorti. L'exercice juin 23, juin 24. Hein, voilà. Parce que c'est sur juin à juin. Donc, en fait, ce club perd une centaine de millions d'euros par an. Romain Molina l'a dit également. Enfin, voilà, on n'est pas dans les comptes, mais on sait que l'OL perd 100 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il gagne et ce qu'il dépense, vous avez un delta de moins 100 millions. Donc, comment on va rembourser? Et moi, finalement, les problèmes de fric et tout de l'OL, je m'en fous. C'est pas mon problème. Nous, supporters, c'est pas notre problème. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut plus investir. Qu'en 3 ans, on est passé de joueurs comme Guimarães, Paqueta, Depay, des internationaux quand même de haute volée, à des joueurs comme Tessman, excusez-moi, ou Matic en fin de carrière qui coûte une blinde, ou Verretou. Non, mais j'ai rien contre eux, hein, mais on n'est pas au même niveau sportif, évidemment. Et donc, ça nous pose un véritable souci parce qu'on s'appauvrit d'année en année au niveau qualitatif. On remplace avec des joueurs qui ont une expérience fondamentale comme Tolisso, Verretou, Matic et tout, mais qui sont pas forcément dans les meilleures périodes de leur carrière. Alors certains ça marche, Tolisso ça n'a pas trop marché les 2 premières saisons, puis là ça marche bien cette année. Lacazette ça a très bien marché les 2 premières saisons, puis ça marche moins bien cette année parce qu'il y a un aléa. Les joueurs très expérimentés, ça peut être très bon ou ça peut devenir vinaigre, hein, au bout d'un moment, on le sait, et eux aussi ils le savent. Hein. Et Verretou, voilà, ça fait 2 saisons très moyennes pour lui, alors qu'avant il était très très bon à Nantes, à la Roma, et puis là il est un peu dans le dur, quoi. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le foot, hein, et puis je lui souhaite que ça aille mieux. Mais en tout cas, on a du mal à construire un effectif performant, percutant. Il est très onéreux, notre effectif. Et on a du mal à recruter aujourd'hui parce qu'on a clairement un propriétaire qui n'a clairement pas les reins solides. Clairement pas les reins solides. Et on sait que c'est du court terme. Parce que quand va arriver l'heure de rembourser, ça va être bizarre, hein. Le plan, en fait, Thomas me dit, c'est quoi le plan de John Textor? J'ai dit, il n'y en a pas. Moi, j'en vois pas. J'en vois pas. Si vous envoyez un, dites-le moi. Moi, j'en vois pas. J'en vois pas. On perd de l'argent, on perd 100 millions par an et il va falloir rembourser, en gros, 100 millions d'euros par an à Arès avec les intérêts. C'est à peu près ça, hein. Le plan de remboursement, c'est 2023-2028. Plus d'une centaine de millions avec les intérêts et on perd 100 millions. Donc, ce que vous perdez, c'est l'argent que vous devez à Arès. Donc, en fait, c'est intenable financièrement, tout simplement. Sans s'énerver, prosaïquement, c'est impossible. Et la Ligue des Champions n'y changera rien. C'est pas parce que vous allez en Ligue des Champions et que vous allez percevoir 50 millions de droits télé que ça va vous combler vos trous de fonctionnement. Ça marche pas, hein, le deal. Hein. La Ligue des Champions, c'est loin d'être suffisant. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir quand même. L'autre chose, c'est que vous vous retrouvez avec quelque part un dirigeant qui sera sur le court terme. Donc, on a fait une vente avec un dirigeant sur le court terme, clairement. Et c'est pas, pour nous, ce qui est embêtant, c'est que sportivement, on sait qu'on va avoir encore 2 saisons extrêmement moyennes, quoi. Extrêmement moyennes. À minima. Alors, soit on va en Ligue 2, parce que la DNCG, moi, je suis pas très optimiste. Je vous explique mon point de vue et je peux me tromper. Vous avez quand même Monsieur Demi Keller qui a envoyé quand même des signaux. 2 signaux quand même assez importants. Alors moi, je le connais pas personnellement, hein, il est chez Deloitte, et c'est lui qui dirige la DNCG. Mais c'est toujours important d'écouter les signaux qu'envoient les institutions publiques, parce que c'est une institution publique, dépendant de la LFP, mais il a dit 2 choses. Pour les droits télé l'an prochain, du fait de la rupture de contrat entre DAZN et la LFP, il faudra mettre 0 dans la ligne comptable produit. Droit télé France, hein, pas droit télé Europe, hein, on est bien d'accord, UEFA. Donc, il est très pessimiste. Là, 0, ça veut dire qu'en fait, on est sur une page blanche. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être beIN, Canal, la LFP qui va diffuser en direct, s'il y aura une aide de Canal, si DAZN va être une aide, si la LFP va pouvoir avoir les moyens de créer sa chaîne. Non, en gros, on est dans l'inconnu total. Voilà, bon, peu importe. Donc, il demande 0. Donc, c'est très pessimiste. Donc là, il y a un paquet de clubs français qui vont être dans le rouge. Bon, ça, c'est comme ça. Deuxième chose, désormais, la LFP demande de ne plus se baser sur les intentionnalités de transfert, donc les potentiels transferts, donc par exemple dire Ryan Cherki vaut 30 millions, Malik Fofana vaut 15 millions, Tessman vaut 3 millions, non, ils vont pas mettre ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intention, c'est les ventes qui seront enregistrées dans le bilan l'an prochain. Et là, c'est embêtant, parce que ça veut dire que désormais, il y a Jean-Michel Aulas, par exemple, a fait, quand il s'était moqué, quand il avait un peu moralisé John Textor sur le fonctionnement de la DNCG, on s'était pris le premier mur avec John Textor, il a dit « moi j'ai jamais été sanctionné ». Il a dit il a mis Gusto pour 30 millions d'euros je crois et KTE, Karl Toko Ekambi pour une dizaine de millions d'euros.
Et il avait fait une lettre d'intention à la LFP en le disant, en novembre 2022, je crois, si je me trompe pas de mémoire. Et donc, quand Gusto a été vendu, alors je crois hein, de mémoire, et quand Gusto a été vendu, en fait, déjà, la LFP avait une lettre d'intention de vente de ce joueur, de ces deux joueurs, pour dire, voilà, avec le stade, on a des remboursements, mais on va rentrer une quarantaine de millions d'euros sur ces deux joueurs. Voilà. Mais aujourd'hui, ça marchera plus. Donc, les tendances de la DNCG sont très, très rigoureuses, de plus en plus rigoureuses. Les clubs sont de plus en plus en difficulté, donc la DNCG veut juste des clubs à l'équilibre. C'est tout ce qu'ils veulent, en fait, hein. Mais l'OL est dans l'œil du cyclone, parce que l'OL perd 100 millions d'euros par an. Ils le savent, la DNCG, ils ont laissé beaucoup couler, parce que Jean-Michel Aulas était un très bon dirigeant. Qu'on l'aime, on l'aime pas, ça, c'est autre chose. C'était un très bon dirigeant, très bon communicant. Il était très attentif à respecter les grilles FFF, DNCG et LFP. Voilà pourquoi John Textor qui est arrivé en disant « Moi, je vous explique. L'OL, c'est pas un problème. Derrière, j'ai d'autres clubs. Donc, si j'ai envie de passer un mec d'un club à un autre, en fait, vous ne comprenez pas que moi, je peux avoir un mec comme Almada, je le fais venir et il vaut 20 millions de plus dans la caisse de l'OL. Non, mais c'est son fonctionnement. Sauf que ça, la LFP et la DNCG, ils s'en foutent parce que Botafogo, ils s'en foutent. Donc, ils n'ont pas le même raisonnement. C'est comme les normes comptables internationales. Vous avez des normes US, il y avait des normes françaises et puis on a décidé d'avoir des normes comptables beaucoup plus homogènes désormais. Et ben là, c'est le même problématique juridique et financière. La DNCG ne reconnaît ni Botafogo, ni Molenbeek, ni Palace dans un actif potentiel de joueurs pour l'Olympique Lyonnais. Voilà. Donc là, vu la tendance de la DNCG, je suis comme très pessimiste sur le rendez-vous. Très, très pessimiste sur le rendez-vous de fin mai entre la DNCG et John Textor. Parce que John Textor, dans son communiqué, il dit « On a bu un bon café, on s'est bien serré les mains, on s'est bien expliqué. » Oui, mais c'est pas parce que tu t'expliques bien face au gars qui te contrôle que ça va forcément super bien se passer dans le résultat du rapport. Hein, c'est un truc que tout le monde sait. Eh ben non, a priori, il est dans l'optimisme BA. C'est sa force, hein, John Textor, d'être dans l'optimisme, la créativité. Mais la rigueur financière, juridique et tout, c'est pas forcément son plus. Comme beaucoup de PDG d'ailleurs. Hein. C'est pas leur job. Hein. Donc en fait, vous avez un décalage. Mais nous, on sait maintenant que John Textor, ça pourra difficilement aller au-delà de 2028. Parce que quand l'heure des comptes va sonner, ben là, ça va vraiment sonner fort. Alors, quand c'est la DNCG qui sonne, soit ça se passe pas bien et la rétrogradation ne sera plus à titre conservateur, on descendra en Ligue 2. Mais moi, je suis pas la DNCG, hein, personnellement. Je vois un club qui a 550 millions d'euros de dette. Lever 175 millions d'euros, c'est bien gentil, mais ça résout pas le reste de la dette. Hein. Chaque année, c'est 100 millions de plus. Hein. Donc la DNCG le sait. S'il sauve l'OL au mois de juin, ça recommencera de nouveau l'année d'après. Bah oui, c'est évident. Donc en fait, c'est du court terme. Voilà. C'est tout. On sait que 2028, c'est the final countdown, quoi qu'il arrive, parce que c'est remboursement d'Ares. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je comprends. Je les défends pas. Je dis juste, je comprends les associés, IDG, Pathé et Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas dit à mon corps défendant, les deux autres associés ont vendu le club. Voilà. Non, mais et puis il a assuré le service après-vente. Il le dit clairement. Le souci, c'est que le repreneur n'était pas le bon. Mais bon, à un moment donné, vous avez le repreneur que vous avez. Hein. C'est comme si vous avez des glaces, vous vendez des glaces à tel parfum, et puis il vous reste 3 boules et un méga soleil, vous allez fermer le magasin, il y a un gars qui arrive qui vous dit « je vous prends le bac pour 4 euros », et puis finalement dire « bon allez, je te le fais à 10. Ok, 10, et puis je pars, autrement, de toute façon, vous foutez à la poubelle. » L'OL, quand même, ils étaient limite en panique, les associés, en panique, parce que à un moment donné, c'est des hommes d'affaires, que ça soit M. Sédou de Pathé, que ça soit M. Aulas, que ça soit IDG, ils se sont réunis autour d'une table et ils se sont dit ouais, c'est vrai que ça devient chaud. Alors, ils s'étaient déjà un peu pris avant parce qu'ils avaient vu après le Covid et Mediapro que c'était tendu, mais là, honnêtement, ils ont vendu. C'est pour leurs intérêts, évidemment. Ils touchent des centaines de millions d'euros, mais tout le monde aurait fait pareil. Mais à un moment donné, le moindre incident industriel, contrairement à ce que disait Jean-Michel Aulas, là, je suis pas d'accord avec lui, c'était un incident industriel qu'on peut pallier à la 7e place Covid. En fait, ça, plus le Covid, plus Mediapro, ça faisait 3 accidents industriels. Pas de qualif en Ligue des Champions, c'est devenu récurrent. Mediapro, ça a coûté des centaines de millions d'euros au club. Et l'affaire du Covid, une fin de championnat pas bouclée, machin. Donc en fait, on ne pouvait pas, on était trop tendu financièrement pour avoir autant d'impact d'un coup dans le club. Trop d'investissement, le moindre impact négatif financièrement, donc Covid, Mediapro et 7e place, pas de Ligue des Champions, 3 rafales de trop, ça a mis tout de suite l'actionnariat dans ses réalités de rouge financier.
Et donc, il fallait vendre. Et il fallait vendre. Et là, vous vendez, vous n'êtes pas regardant. Et je pense que Jean-Michel Aulas, il aura toujours ce regret, j'en suis persuadé, de ne pas avoir vendu à un repreneur du golf. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent y arriver aujourd'hui, on le sait. Regardez City et regardez le PSG ou Newcastle qui sont devenus depuis des repreneurs des pays du golf. C'est les seuls qui arrivent quand même Enfin, on peut dire ce qu'on veut, Newcastle, ils sortent de Ligue 2, ils les achètent en Ligue 2, les mecs maintenant, ils sont toujours en top 3, top 4 de Première Ligue. Regardez City, un club... Moi, j'ai un bouquin, je vous le dis, ça s'appelle Oxford Guide to British and American Culture. J'ouvre le bouquin, il a 30 ans, donc c'est... Voilà. Dedans, il y a marqué Manchester City, petit club qui a gagné un seul trophée en 68. Non, mais c'est un truc qui est vieux. City, c'était nulle part avant 2008 sur la carte du football anglais. Désolé, c'est un peu vrai quand même. Newcastle, ils avaient eu leur grandeur, leur hype, mais quand vous avez l'Arabie Saoudite, le fonds souverain d'Arabie Saoudite qui débarque, ça change complètement la donne. Complètement. Et le PSG, j'en ai parlé, bon, pas très bien, désolé pour les supporters parisiens, mais regardez où ils en sont en 2008, 2009, 2010. C'est au bord de la Ligue 2. Au bord de la Ligue 2. Que Nicolas Sarkozy ait autant pesé, parce qu'il est supporter du PSG pour l'arrivée des Qataris, bon, moi je ne juge pas politiquement, mais tant mieux pour les supporters parisiens. Mais là, c'est le paradis tous les jours. Ils passent des portes d'Hadès de l'enfer au paradis tous les jours. D'ailleurs, Paris, c'est vrai que méritait quand même d'avoir, pour la ville que c'est, quand même enfin un club de cette dimension. C'était pas normal, c'était une anomalie. Donc voilà, on a un repreneur court terme, parce que c'est le mauvais repreneur, qui nous raconte, bon, il peut faire des communiqués de presse tant qu'il veut, aller voir la DNCG, tant qu'il veut, aller voir les banques. En fait, il passe plus de temps à voir les instances financières ou les financiers qu'à faire du mercato. Et donc, il essaye de réduire la masse salariale, mais il y a aussi des joueurs payés des blindes. Ryan Cherki touche une blinde à 21 ans. Vous comparez le salaire avec Fofana, il y en a un qui est à 350 et l'autre qui est à 90. Il n'y a aucune construction de masse salariale logique. Il y a des joueurs comme Veretout qui sont 5e salaire du club, Ryan Cherki 4e. Bon, oui, d'accord. Bon, Ryan Cherki, cette année, fait une très bonne année, mais quelle idée de l'avoir autant monté aussi vite, aussi jeune en salaire. Donc, ça met en difficulté financièrement le club. Lui, en plus, ça l'aide pas parce que il a tout de suite sauté les étapes. Alors, ça n'empêche pas le talent et tout. Il a tout de suite sauté les étapes parce que ça lui a un peu dit « Waouh, je gagne des salaires un petit peu en dessous de la Casette et Tolisso. » Ouais, enfin, les autres, ils ont fait 5 ans Bayern et Arsenal, quand même, plus équipe de France. Alors que lui, il gagne des salaires sans avoir été international, qui sont gigantesques déjà. Je dis pas qu'il ne les mérite pas. Il a négocié, tant mieux, il a bien négocié son salaire. Mais ça prouve que du côté employeur, ça a été très mal négocié. Pareil, l'arrivée de Veretout qui a été pas performant à Marseille, pourquoi le payer autant? Matic, il est arrivé avec un salaire de prince. Alors vous allez me dire, ouais, il est City, la Roma, et Rennes et tout. Parce qu'on a fait des mauvaises grilles salariales. Donc on est dans le rouge sur plein de joueurs. Par contre, Malik Fofana, lui, il touche 3 cacahuètes, quoi. Il n'y a aucune logique. Perry, il touche 3 cacahuètes, alors que c'est votre gardien de but. 700 000 € par an. Malik Fofana, je crois, si je dis pas de bêtises, 750. Ryan Cherki, vous êtes à 6 millions. Bon, il peut pas gagner 8 fois plus que Malik Fofana. Enfin, c'est pas 8 fois plus, je crois que c'est 4 fois plus, j'ai calculé l'autre jour. Mais c'est hallucinant, quoi. Il y a une politique salariale mauvaise. En fait, il n'y a rien qui va financièrement dans le club. Alors, c'est du court terme. Moi, je vous dis comment je vois les choses. Je suis quand même pessimiste sur le court terme. Donc, soit on va en Ligue 2, parce que la DNCG, en ce moment, a un discours très dur sur les finances. Très, très dur. Parce que c'est juste des financiers. La DNCG, c'est des gens très doués en chiffres. C'est des experts comptables, commissaires aux comptes, analystes financiers. Ils voient que les clubs sont en grande difficulté parce que les droits télé, il y a eu quand même beaucoup de bugs ces dernières années entre Mediapro, plus l'affaire DAZN, plus une année Prime. Enfin, ça tourne tout le temps. Là, ça va plus. Le produit Ligue 1, il va plus. Bon, après, tant qu'on gagnera pas des Coupes d'Europe, on aura un produit pas vendable. Mais au final, ils sont très durs. Donc, il est possible que le titre conservatoire aller en Ligue 2 devienne définitif. Rien ne l'exclut. Sauf si l'OL se met à faire des ventes de zinzin entre mai et juin. Ce qui peut sauver l'OL. Mais il va falloir faire des ventes de Ryan Cherki, nos meilleures plus-values. Ryan Cherki, Fofana, voilà, des gens comme ça, quoi. Enfin, vous n'avez pas le choix, quoi. Enfin, donc, ce qui se passe, c'est ça. Sur le court terme, je suis pessimiste. Par contre, sur le long terme, on a une chance inespérée, les gones. Inespérée, c'est qu'on est propriétaire d'un stade qui a moins de 10 ans, de 60 000 places. Et on est le seul club propriétaire d'un stade comme ça. Donc, je me dis, peut-être qu'en Iran, peut-être que je suis en politique fiction, Iran, Azerbaïdjan, donc mer Caspienne, bon, il y a du pétrole, il y a du gaz.
Au Golfe, dans ces pays, ce qu'on appelle des pays pétrodollars, un peu par hérésie, des fonds souverains qui reposent beaucoup sur les énergies fossiles, peut-être qu'il y a un prince quelconque, un président quelconque qui se disent « Oula, ce serait peut-être bien de racheter le club de la 3e ville de France, se construire une image positive, comme l'a fait le Qatar en l'occurrence, et se dire voilà, on va avoir un super outil. Et ça va nous permettre à eux d'avoir un super club de foot dans la lignée du PSG. C'est pour ça que si le PSG performe en Coupe d'Europe, je suis pas emballé, mais quelque part, plus le PSG sera fort, plus ça permettra aux investisseurs de venir acheter des Lille, des Marseille, des Lyon, des Toulouse. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, sauf que le club quand même derrière Paris qui est le plus bankable sur le papier, c'est Marseille, parce que ferveur de supporters, histoire, machin et tout. Mais le club quand même, les 2 clubs derrière les plus intéressants, c'est Lille, mais c'est surtout Lyon, parce que Lyon, ils ont un stade. Et quand on a un stade, Nasser, ça fait quand même un bout de temps qu'il pousse pour avoir son stade à Paris et qu'il se prend la tête avec Madame Hidalgo. Parce que quand vous avez un stade, vous pouvez générer des revenus. Donc je me dis quelque part, au fin fond de moi, je me dis peut-être qu'un jour, après Textor, les catastrophes industrielles, parce que de toute façon ça se terminera mal, Textor, on le sait tous, lui-même le sait désormais, on aura peut-être quelqu'un d'Azerbaïdjan, je vous dis, d'Iran, peut-être d'un autre pays du Golfe, qui viendra, Bahreïn, Émirats, Oman, je sais pas lequel, je suis pas expert là-dedans, mais il viendra, ou Yémen, Yémen j'y crois un peu moins, mais Oman, pourquoi pas, et qui viendra avec son pognon de dingue, c'était l'expression de Macron, et qui viendra claquer 1,5 milliard comme il en fait au PSG. Et là, forcément, vous n'avez pas les mêmes joueurs, vous n'avez pas les mêmes infrastructures, vous n'avez pas les mêmes entraîneurs, vous avez Luis Enrique, vous avez Kvaratskhelia, vous avez Dembélé, vous n'avez pas les mêmes joueurs que quand vous battiez aux portes de la Ligue 2, il y a 12-13 ans. Il y a 12-13 ans, pas plus. Voilà. Donc c'est ce que je me dis. On a le court terme, soyez courageux les gones, ça peut aller en Ligue 2. Mais on a le stade. Et ce stade, c'est notre malheur. Mais en même temps, c'est notre espoir. C'est notre malheur sur le court terme parce que ça nous a défoncé la tête sportivement. Ça nous a défoncé sur le repreneur. Ça a terminé le pacte d'associés entre IDG, Pathé et Allnest. Et je pense qu'ils voulaient quand même faire autre chose. Mais c'était très dur cet investissement. Très, très dur. Et ça peut aussi être ce qui va nous sauver, ce stade. Parce que je me dis qu'il y a un repreneur de zinzin, excusez-moi l'expression de jeune, qui va venir et qui va nous rapporter une tonne de fric. Voilà ce que je me dis. Donc voilà, j'ai fini à Lyonnais. Donc c'était un tout petit peu long, désolé. Mais en tout cas, vous avez mon point de vue. Très bonne journée à tous.